Bonjour à tous et bienvenue dans cette interview avec le docteur Leuchémia. Merci beaucoup, docteur Leuchémia, d'avoir accepté cette invitation. Je suis ravie de vous accueillir ici. Merci Catherine, à vous pour l'invitation. Bonjour à tous et à toutes et merci d'être avec nous pour cette interview donc du docteur Leuchémia, comme je l'ai intitulé, voilà, un médecin face à nous pour répondre à toutes les questions qu'on peut se poser. On a rarement l'occasion d'avoir un médecin en face de nous pour répondre à nos questions sur le burn-out. Donc je suis vraiment ravie d'avoir trouvé un médecin en tout cas spécialiste qui connaît le burn-out pour nous répondre. Je vais, si vous le voulez bien, docteur Leuchémia, juste commencer par me présenter très rapidement avant de vous laisser la parole, de façon à ce que les gens qui ne me connaissent pas peut-être sachent un peu qui je suis et pourquoi je vous interroge sur ce sujet. Donc moi, je suis Catherine Pi. Je suis psychologue du travail de formation et j'ai pratiqué durant une vingtaine d'années les ressources humaines. J'étais responsable ressources humaines en entreprise jusqu'en 2017 où j'ai croisé sur ma route eh bien, un burn-out qui, comme je le dis souvent, a changé ma vie puisque suite à ça, voilà, je me suis réorientée professionnellement, notamment, il y a plein d'autres choses aussi, mais notamment réorientée professionnellement. Et depuis 2018, j'accompagne spécifiquement les personnes qui sortent d'un burn-out en tout cas dans leur reconversion, dans leur réorientation professionnelle. Donc, je propose des bilans de compétences spécifiquement adaptés aux personnes en burn-out et j'accompagne certains dans leur démarrage d'activité entrepreneuriale. Bonjour Virginie. Voilà un petit peu ce que je fais et donc j'ai l'habitude, en tout cas moi, de travailler avec cette population concernée par un burn-out depuis donc maintenant un petit peu plus de 6 ans. Voilà pour qui je suis et si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir sur mon profil ou sur mon site pour en savoir un petit peu plus. Ceci étant dit, je vais vous laisser la parole, Didier Leuchémia, pour peut-être vous présenter à votre tour. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui vous êtes? Eh bien, je suis médecin, comme vous l'avez dit, c'est le plus important en fait, parce que dans le burn-out, ça donne une légitimité particulière. Et vous savez que moi, j'insiste beaucoup sur la complémentarité des acteurs dans la prise en charge du burn-out, et c'est important d'avoir un médecin au centre, ne serait-ce que pour les interactions avec la sécurité sociale. Donc voilà, je suis médecin, ça fait 37 ans que j'exerce, voilà, donc je suis plus près de la fin de ma carrière que du début. Je suis tombé dans le burn-out tout petit, si j'ose dire, parce qu'en fait, mon maître en médecine, qui est un médecin qui m'a enseigné beaucoup de techniques de médecine alternative, parce que j'ai beaucoup de défauts, dont celui de m'intéresser à beaucoup de choses, notamment les médecines douces. Eh bien, mon maître, qui était un type extraordinaire, a fait un burn-out. Et pourquoi il a fait un burn-out? Parce qu'il travaillait de 7 heures du matin à 3 heures du matin. Et j'ai vu cet homme qui s'est arrêté définitivement de travailler à 30 ans, à 40 ans, pardon. J'ai vu cet homme s'effondrer et en fait, ça m'a marqué. Voilà, l'impuissance du jeune étudiant que j'étais de voir cet homme s'écrouler m'a marqué. Voilà. Donc en fait, moi, ma carrière, elle a été conditionnée par le burn-out dès le début de mon activité. Voilà. Et puis, il y a 10 ans, un peu plus, quand on a commencé à avoir les nouvelles directives ou les directives, enfin, de la Haute Autorité de Santé, ben, voilà, à l'instigation d'un laboratoire, d'ailleurs, ça s'est fait comme ça, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour aller former les confrères, au début les médecins, les psychiatres sur le burn-out, et après les psychologues, les coachs, le grand public, les entreprises. Voilà. D'accord, Donc ok. je suis un médecin libéral, mais qui va prêcher pour une cause. Voilà. La Pour faire bonne simple. parole et en tout cas, voilà, en tout cas Ouais. informer au maximum sur le burn-out. Ok, ok. Mm. Alors, puisqu'on parle de burn-out, je ne sais pas si toutes les personnes qui nous suivent ici ou qui nous regarderont en replay sont bien informées sur ce qu'est le burn-out. Donc, est-ce que vous pourriez commencer par nous donner votre définition du burn-out? Alors, ma définition à moi, elle est très simple. C'est un syndrome d'épuisement physique, émotionnel et mental dû à une surcharge de plus de 6 mois. Voilà. Si on voulait garder en mémoire une définition simple, c'est la définition qu'il faut garder. Alors, je vais quand même vous donner la définition de la Haute Autorité de Santé et je vais vous expliquer pourquoi. Je l'ai sous les yeux, elle n'est pas très compliquée, mais comme ça, je n'oublierai rien. Pour la Haute Autorité de Santé, le burn-out, c'est un syndrome d'épuisement physique, émotionnel et mental, on est d'accord, qui résulte d'un investissement prolongé, on est d'accord aussi, hein, il faut 3 mois, 4 mois, 6 mois. On n'est pas en burn-out au bout de 15 jours, ça c'est important.
Quand quelqu'un vous dit j'ai beaucoup de travail depuis 15 jours, je suis en burn-out, non. Et la HAS nous dit investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Et c'est là que moi je ne suis pas d'accord, parce que situation de travail, ça veut dire que cette définition, elle met complètement de côté le burn-out domestique, le burn-out conjugal, le burn-out parental. Et on sait tous que tout ce qui se passe à côté vient s'ajouter à ce qu'on vit au travail et quelquefois même se suffit à lui seul. Vous voyez que des gens, ce qu'on appelle le burn-out parental, des gens, ils sont peut-être très bien au travail, voire même ils sont mieux au travail qu'à la maison, ils font quand même un burn. Voilà, donc cette définition, elle est imparfaite là-dessus. Et l'autre point qui mérite, à mon avis, discussion, et plus que discussion, c'est que dans la définition, on ne parle que du plan émotionnel. Et là aussi, c'est pas normal. Si vous avez un job que vous adorez, mais que vous bossez 15 heures par jour, ce qui était le cas du médecin dont j'ai pris la suite, vous faites un burn-out. Donc, c'est un peu restrictif. Alors ça, c'est la première partie. La deuxième partie de la définition est intéressante. La HAS nous dit que c'est une spirale dangereuse. Et ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire que le burn-out, c'est pas on-off. C'est pas un jour je vais bien, le lendemain je vais mal. C'est une succession de phases pouvant conduire au basculement dans la dépression. Donc là, vous voyez, en toutes lettres, c'est dit que le burn-out n'est pas une dépression, mais il peut y conduire. Ça, c'est une grande discussion qu'on a tous. Dépression ou maladie somatique, il y a la désinsertion professionnelle, mais aussi familiale. Pourquoi cette phrase elle est intéressante? Parce que en une phrase, vous avez tous les dégâts que peut provoquer un burn-out. Dépression, maladie somatique, désinsertion socio-professionnelle, familiale. Alors pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que quand quelqu'un vous dit le burn-out, c'est juste des états d'âme, le burn-out, c'est juste passager, tu prends un week-end et tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux, ça me rend dingue. Alors, ce qui me rend encore plus dingue, et je vous le livre parce que je l'ai vécu hier, c'est un patient qui me dit que son médecin généraliste lui a dit, mais le burn-out, ça n'existe pas, ce n'est que les feignants qui sont en burn-out. Donc, ce brave homme, on a envie de lui renvoyer la définition de la HAS, et C'est c'est qu'on pas des entend médecins, ça de nos jours, oui. c'est pas des médecins spécialisés sur burn-out, c'est pas des patients qui disent ça. Parce qu'on pourrait croire que, en tant que médecin, on est un peu l'avocat de nos patients. C'est la haute autorité de santé. On parle dépression, maladie somatique, désinsertion socio-professionnelle, c'est-à-dire que les gens sont exclus. Voilà. Donc ça, c'est la définition officielle et c'est important de la connaître. On la trouve facilement sur Internet. J'ai une question par rapport à votre définition où vous parlez de surcharge. Quand, par exemple, des personnes sont sous la coupe d'un management toxique, voilà, qui sont vraiment tous les jours confrontées à une situation vraiment, vraiment toxique qui les mettent dans une situation de stress chronique. Dans ces cas-là, vous parlez bien aussi de burn-out? Ah oui, oui, c'est en fait la surcharge, c'est quelle que soit la surcharge. La HAS, elle part de surcharge émotionnelle. OK, donc nous, on rajoute aussi la surcharge physique, surcharge intellectuelle. Mais c'est évident que le management toxique, c'est le plus gros pourvoyeur. Moi, je n'ai pas de statistiques dans ma patientèle, mais comme ça, je peux vous dire que 9 patients sur 10 en burn-out, il y a soit un manager toxique, soit il y a un management toxique. Voilà. Ça, je dis souvent, c'est ma deuxième spécialité parce que j'étais un peu obligé de m'y mettre, mais un peu plus qu'un peu, parce que il est là l'enjeu des années qui viennent. Tant qu'on ne va pas faire la chasse à ce management toxique, et tant qu'on ne va pas se servir des toxiques pour faire le ménage dans les entreprises, on aura encore plus de burn-out. Oui, c'est management toxique ou management défaillant. Enfin voilà, hein, ça peut être le laxisme ou l'absence de management ou de bon management est quelque part une situation toxique, quoi, hein. On n'est pas forcément l'incompétence. ou des l'incompétence. pervers narcissiques, etc., qu'on entend beaucoup et qui sont effectivement très, très délétères pour la santé des salariés. Alors, selon vous, et pour vous et d'après les personnes que vous rencontrez dans votre cabinet, quels sont ou qui sont les victimes de burn-out? C'est tout sauf les faibles. C'est tout sauf les fragiles. C'est tout sauf les feignants. Voilà, ça c'est la grande idée fausse qui fait énormément de mal au burn-out et aux victimes de burn-out. Vous connaissez le livre je ne te croyais pas si fragile, ou je ne te pensais pas si fragile, où tout est dit, tout est dit. Voilà. En fait, l'histoire, elle est là, c'est que tout le monde croit que parce que la personne qui fait un burn-out défaille,
Tout le monde croit que c'est parce qu'elle est fragile. Mais Mmh. non, c'est parce qu'on a trop chargé. Ouais. Donc, partant de là, les gens qui font des burn-out, c'est quoi? C'est comme on dit, c'est l'effort. C'est ceux qui donnent tout, qui donnent trop. Voilà. Cette définition, elle est bien et elle n'est pas bien parce que quand on dit fort, on imagine toujours des baraqués. Non, le fort, ça peut être quelqu'un physiquement effectivement, de fragile, mais qui a un mental d'acier, qui va être perfectionniste, qui va être jusqu'au boutiste, qui va donner le meilleur de lui-même, qui va. Alors souvent, il y a le manque de confiance, parce que le manque de confiance fait qu'on en fait plus. Le manque de limites, ne pas savoir dire non, fait qu'on va en faire plus. Voilà. Ce qu'on Mmh. voit beaucoup maintenant, c'est le manque de compétences. Alors quand je dis ça à mes patients, très vite derrière, je précise, c'est pas les gens incompétents, c'est pas les mauvais, mais c'est les gens qu'on a bombardés à des postes Mmh. sur lesquels ils n'ont pas été formés. Sans Et du formation. coup, on les met dans une situation terrible. Alors, encore plus quand c'est une promotion. Voilà, parce que Mmh. on les promeut, on ne les forme pas, et leur angoisse, c'est d'être à la hauteur de la promotion, mais en plus, c'est donner satisfaction. Et ils n'ont pas ça. J'ai vu cette semaine un patient dont la boîte est en train d'être achetée par un fonds de pension, comme par hasard. Et il me dit, mais on est tellement saturé qu'on confie des grands comptes, la gestion des grands comptes, à des alternants. Ah! C'est Mmh. un truc de fou. Ah, C'est-à-dire ces gens-là le qui sont stress là doit pour être apprendre. mmh. Vous imaginez l'entrée dans la vie professionnelle qu'ils ont. Mmh. C'est terrible. Mmh. Ouais, tout à fait. Alors voilà, après, bah, effectivement, le burn-out, c'est les fiables, c'est les collectifs, c'est ceux qui aiment leur boulot, hein, donc c'est ça les gens qui font un burn-out. C'est les Ouais. investis. Voilà. C'est les investis, les engagés effectivement qui ont une Ouais, certaine ouais, conscience professionnelle et qui ouais. lâchent pas et qui justement peut-être c'est une partie du problème en tout cas. Et qui malheureusement ne lâchent pas. Alors moi, j'utilise beaucoup les images et les slides hein, dans les consultations. Et pour que les patients comprennent, j'ai une magnifique slide d'une Ferrari et de bulldozer. Je Mmh. dis, bah voilà, vous êtes les deux à la fois. Vous êtes une Ferrari pour la réactivité, parce qu'on vous demande quelque chose, ça y est, vous êtes lancé, et le bulldozer, parce que vous allez au bout du bout du bout du bout. Alors c'est Mmh. tout bête, hein, je peux vous dire ces deux slides, mais ça fait un bien fou, parce Mmh. que les gens s'imaginent qu'ils sont plutôt un vieux taco, une vieille mobilette épuisée, parce Ouais. que c'est aussi ce qu'on leur fait croire. Vous voyez. Mmh. Ah oui, ça a beaucoup d'impact sur l'estime, la Mmh. confiance en soi, c'est assez, et voilà, c'est tout ça qui a à reconstruire en tout cas derrière. Alors, comment est-ce que, en tant que médecin, vous basez sur quels symptômes, en tout cas, pour, vous permettre de faire un diagnostic de burn-out? Comment vous annoncez à une personne et qu'est-ce qui vous permet de dire que la personne est Elle est concernée en par un burn-out? burn-out. Je voyais que d'ailleurs, je rebondis sur la question tout à l'heure de la personne qui disait, bah, vous parliez de 6 mois tout à l'heure, si on a les symptômes au bout de 2-3 mois, alors on est dans le On est dans le pré-burnout, on est dans le burn-in. Alors, en fait, bah, c'est très bien, oui, cette remarque, parce qu'il n'y a pas de symptômes spécifiques du burn-out. S'il y avait un symptôme typique, ça serait génial, parce qu'on pourrait dire, bah, là, vous êtes en burn-out. mmh, Donc, en fait, dans un burn-out, on va aller chercher plein de symptômes. Alors, je dis souvent ça, et c'est sérieux, hein, les psychologues suisses ont dénombré 132 signes de burn-out. Donc, on a 132. il y a de Donc, quoi on va faire. piocher là-dedans. Alors, Mmh, ces signes, ils s'organisent en 5 familles de signes. Des signes physiques, des signes émotionnels, comportementaux, motivationnels et cognitifs. Donc ça, on pourra les détailler un peu, au moins les plus importants. Mais surtout, ce qui est important, et ça, ce qu'il faut, c'est que tout le monde comprenne ça, parce que l'objet d'un webinaire comme ça, c'est qu'à la fin, on soit tous euh, des lanceurs d'alerte du burn-out. Hein. Moi, dans les conférences, je dis, on va tous devenir des Dr House du burn-out. Il faut être mmh, tous capables de renifler le burn-out dès mmh, qu'on entend un peu des symptômes. Ce qui est très important, en fait, ce qui définit le burn-out, c'est le changement. C'est le changement. Ces 132 signes, on s'en moque de leur liste. Ce qui compte, c'est que, comme on dit dans le jargon, ils constituent une rupture avec l'état antérieur. C'est-à-dire qu'ils n'existaient pas ouais. et ils apparaissent. Sauf qu'ils ne vont pas apparaître à fond, comme ça, très intense. Ils vont apparaître progressivement. Ils vont Mmh, apparaître petit à petit, un coup oui, un coup non, un coup l'un, un coup l'autre. Et ça, c'est très important. Donc en fait, ce qui doit alerter l'entourage, les collègues, le conjoint, c'est quand la personne change. mmh, Alors, effectivement, le premier changement, c'est le changement physique. Et la première doléance, bah, c'est la fatigue. mmh, Parce qu'il n'y a pas de burn-out sans fatigue. Alors, quelquefois, au début, pas forcément, ou pas clairement exprimé, mais il va y avoir une fatigue. Et cette fatigue, elle prend toutes les formes. Fatigue de la fin de journée, les journées sont de plus en plus longues. Du milieu de journée, fatigue après le repas de midi, où c'est très compliqué d'y retourner. Et puis, fatigue du matin. Quand vous n'arrivez plus à lever le matin, oui.
Ça, c'est un signe important. Et puis, pour moi, le plus important, c'est la fatigue du week-end. C'est-à-dire qu'à partir du moment, le week-end, vous avez envisagé de faire plein de choses qui vous fassent plaisir et vous ne les faites pas, ça veut dire que votre système nerveux se met sur off parce qu'il n'a plus les moyens. Donc, Ou pendant les quelqu'un qui est fatigué le week-end, et ça, j'insiste pour les conjoints, quand un conjoint voit son conjoint avoir juste envie de dormir et de rester sous la couette le week-end, au lieu de dire bouge-toi, tu me saoules, il faut plutôt lui dire il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Ça, c'est le signe majeur. Et dans le deuxième signe physique, c'est l'insomnie qui prend toutes les formes. Soit on ne s'endort pas, soit on se réveille souvent, soit on a un sommeil haché. Là encore, si vous n'avez jamais bien dormi, le problème de sommeil ne sera pas un signe. Si vous avez toujours dormi 8 heures et que vous dormez 4, là, c'est un signe. Puis après, il y a tous les signes, les maux d'estomac, les palpitations, les fameuses TMS, troubles musculo-squelettiques, les maux de tête, les vertiges. Ça, c'est des grands familles de signes qu'on voit. Sur le plan émotionnel, on va voir les gens changer, en ce sens qu'on va les voir anxieux, on va les voir hypersensibles alors qu'ils n'étaient pas. C'est des gens qui géraient bien les situations et qui petit à petit ont la larme à l'œil pour un oui, pour un non, qui vont être tristes. Alors eux, ils ne s'en rendent pas forcément compte, mais l'entourage va s'en rendre compte. Et inversement, on peut voir des gens qui étaient sensibles et qui ne le deviennent plus. Voilà. J'ai une dame qui m'a consulté un jour en me disant, écoutez, je viens parce que je suis devenu un monstre. Elle n'a pas trop l'air d'un monstre. Et en fait, elle a eu un exemple très simple. Elle m'a dit, voilà, j'ai vu mon petit garçon de 4 ans tomber dans la cour d'école, s'égratigner de partout. En d'autres temps, ça m'aurait retourné les sangs et j'aurais couru de l'embrasser. Et là, ça ne m'a rien fait. Voilà. Ça, c'est aussi un signe de burn-out. Quand il n'y a plus d'émotion, quand on n'est plus touché par rien. Tout à fait. Après, il y a les signes motivationnels. Alors, classiquement, c'est la personne qui était force de proposition, qui venait vous chercher pour aller boire le café, pour déjeuner à midi, qui ne le fait plus, qui n'est plus du tout investi dans son travail. Et là où on va s'inquiéter, c'est quand c'est une personne qui commence à se dénigrer elle-même, qui commence à dire je ne suis pas bon, je ne suis pas compétent dans mon travail. Et le stade de plus, c'est quand elle va dire mais je suis nul en tout, et notamment je suis un mauvais parent, un mauvais enfant, etc. Le comportement, signe de comportement, là aussi, le changement de comportement, c'est le repli sur soi. C'est la personne qui quitte plus son bureau, c'est la personne arrivée à la maison qui s'enferme et qui ne veut plus voir les amis, qui ne veut plus voir la famille. Alors, bien évidemment, il y a tout ce qui est irritabilité, agressivité, etc., bien évidemment. Mais le repli sur soi, c'est important. Et pour finir, les signes cognitifs. Alors, nous, c'est ceux qui nous inquiètent le plus, parce que s'il y a déjà des troubles de concentration, d'attention, de mémorisation, c'est que déjà, il y a une souffrance cérébrale. Donc, nous, on n'aime pas. Et puis, il y a ce qu'on appelle la perte des fonctions exécutives. C'est tout ce qu'on fait machinalement sans s'en rendre compte et qui demande au cerveau de traiter plein d'informations, comme la conduite, par exemple. Quand vous conduisez, le cerveau traite plein d'informations et on n'y arrive plus. Vous avez des gens en burn-out qui ne peuvent plus conduire. Et je cite très souvent l'exemple d'un patient, chef d'entreprise, qui ne savait plus passer les vitesses. Voilà. Et ça a été plutôt dramatique. Il a tout retrouvé, mais vous imaginez ce qu'il a ressenti. Voilà. Les symptômes, c'est ça. Par exemple, aussi, oui. Comment, pardon, Catherine? Je disais, ça me fait penser aussi, on a très souvent le cas de personnes qui n'arrivent plus à lire. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et ça c'est... Alors, c'est aussi là qu'il faut poser les questions. Je vous dis ça, et c'est pas par hasard. J'ai une patiente qui a été contrôlée par la Sécu, et on lui a dit, est-ce que vous arrivez à lire et à regarder des films? Et la patiente a dit oui. Et le médecin lui a dit, c'est que vous n'êtes pas en burn-out. Mais si, parce que la question qu'il fallait poser, c'est vous lisez quoi et vous regardez quoi? Elle était juste capable de regarder des séries un peu débiles et de lire des bouquins gala, quoi. Voilà, elle lisait, mais c'était pas Nietzsche, quoi. Donc c'est en ça qu'il faut aussi être formé, qu'il faut connaître, parce que ça va permettre de poser les bonnes questions. On ne va pas se contenter de réponses superficielles. Mais c'est intéressant, votre notion de changement, effectivement. C'est changement dans les symptômes, changement dans les émotions, dans les comportements, et qui dure. Enfin, généralement, alors c'est la question qui vient après, mais est-ce qu'on tombe en burn-out d'un coup, d'un seul comme ça, ou est-ce que c'est quelque chose, vous avez déjà répondu et on connaît la réponse, mais en tout cas, est-ce que c'est progressif? C'est intéressant d'en reparler de ça, parce que c'est une grande question. Parce que quand vous annoncez à quelqu'un qui fait un burn-out, il vous dit, mais non, c'est pas possible, j'allais très bien jusqu'à hier. Et encore une fois, si vous ne connaissez pas le burn-out,
Vous allez dire, bon, bah, ok, alors il est fatigué, peut-être qu'il couvre la grippe ou le Covid, quoi. Mmh. Mais quand vous connaissez et que vous commencez à lui poser des questions pour savoir quels ont été les changements qui se sont opérés au cours des mois précédents, ben là, vous avez la réponse. Et vous allez voir que ben, il a eu tous ces symptômes, un coup l'un, un coup l'autre, pas forcément très marqués, mais des symptômes qui n'existaient pas. Vous voyez, Mmh. en fait, il faut aller le chercher. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, donc non, on n'est pas en burn-out du jour au lendemain. En fait, le burn-out, c'est ce que dit la définition de la haute autorité de santé, c'est une spirale. Voilà. Spirale, moi je dis, c'est des escaliers, hein, on descend de plus en plus profond. Mmh. Et en fait, vous avez différents stades. Alors, si vous écoutez ou si vous lisez Freudenberger, qui est le concepteur du burn-out 74, lui, il vous dit le burn-out, il y a 12 phases. La définition officielle, il y a 4 phases. Alors, moi, je dis il y en a 5. Je suis un peu casse-pied, mais je n'ai rien inventé. C'est que simplement la troisième phase, qu'on appelle la phase de rupture, dans la définition officielle du burn-out, moi, je la coupe en deux, de façon à identifier un point très critique. Alors, je vais vous expliquer ça simplement. Mmh. Quand vous êtes en surcharge, mais que la surcharge, vous la supportez bien, vous êtes dans ce qu'on appelle la phase d'alarme, qu'on appelle le surstress. Le surstress, ce n'est pas le stress chronique. Stress chronique, c'est je suis stressé longtemps. Mmh. Surstress, c'est je suis stressé longtemps, mais intensément. C'est une petite nuance. Voilà. Parce qu'il y a une autre dimension. C'est-à-dire que le trajet est long, mais en plus, la caravane est lourde. Mmh. Le surstress, si vous donnez beaucoup au travail, mais que vous avez le temps de récupérer, que vous avez vos soirées, que vous avez vos week-ends, que vous avez la possibilité de faire d'autres choses, pas gênant. Pour C'est super. récupérer. À condition de comprendre qu'il y a quand même déjà un déséquilibre qui se fait. Mmh. Si on ne corrige pas et qu'on augmente la charge, on va passer dans la phase suivante, on appelle la phase de résistance. On appelle aussi la phase de déni-habituation. Pourquoi? Parce qu'on s'habitue à cette surcharge et du coup, ben, on se dit oui, ben, c'est mon lot, quoi. Donc je fais avec. Mmh. Et puis comme on reste, puis on l'a dit, hein, les gens se sont désengagés, ben, ils se disent il faut que j'aille au bout de ma mission, donc je vais rogner sur mes soirées, rogner sur mes week-ends, rogner sur mes vacances. Et là, il y a un déséquilibre. Donc là, on n'est plus dans un surstress maîtrisé, on est dans un surstress dépassé. Mmh. Et quand vous commencez à rogner sur la récupération, ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment où il n'y a plus assez de carburant. Et là, vous arrivez à ce que moi j'appelle la phase de basculement. Et ça, c'est vraiment très important. Et je dirais, s'il y a une chose à retenir dans ce qu'on se dit sur l'évolution du burn-out, c'est celle-ci. La Mmh. phase de basculement, qui est habituellement incluse dans la phase de rupture, et que moi j'isole, cette phase de basculement, c'est la phase où vous vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas, je travaille de plus en plus Mmh. et je suis de moins en moins bon, je produis de moins en moins, Mmh. je fais de plus en plus d'erreurs, Mmh. je m'isole de plus en plus, j'ai peur du lendemain parce que j'ai peur de ne pas pouvoir dormir, je ne sais pas dans quel état je vais être, et puis j'ai tout un tas de symptômes que j'avais il y a quelques mois et qui reviennent à fond. Mmh. Cette phase de basculement, quand on arrive à prendre conscience et à objectiver et à dire honnêtement, il y a un problème parce que je travaille de plus en plus et je produis de moins en moins, on est au milieu du gué et là, il faut absolument consulter. Voilà. Mmh. Pourquoi? Parce que si on ne fait rien et qu'on continue, on va aller vers la phase de rupture. La phase de rupture, bah, c'est le hamster dans sa roue, hein, donc il pédale de plus en plus et puis bah, il n'avance pas plus, Jusqu'à hein, jusqu'à jusqu'à ce qu'il jusqu'à s'épuise. Et à la fin, il y a l'effondrement. Et l'effondrement, c'est le burn-out dans le langage populaire, j'ose dire. Mmh. Vous voyez? Mmh. Tout à fait. Donc, le burn-out, vous voyez, c'est pas on-off, donc c'est une succession de phases avec cette phase de basculement ou ce point de basculement à retenir parce Mmh. que c'est la clé. Et quand on demande à des patients qu'on voit, est-ce que vous êtes encore efficace? Qui vous disent oui, bon, on va aller chercher pour voir où ils se situent dans les phases au-dessus. Et Mmh. déjà, il y a un petit soulagement. Et quand il vous dit clairement non, Mmh. là, warning, il faut l'alerter, il faut vraiment lui faire prendre conscience que, moi, comme je dis toujours, vous êtes au milieu du gué, donc vous pouvez encore faire machine arrière. Mais Mmh. attention, après, l'eau est plus profonde et on peut tomber dans un trou, on s'en sort. Ouais. Et vous êtes entendu quand Ah oui, vous oui, oui. ouais. Oui, oui, oui. C'est Alors, très il y difficile a, de faire changer justement quelqu'un qui est dans sa roue. en fait, c'est si ceux qui ont envie de le lire, il y a quelques mois, j'avais fait un article sur LinkedIn sur la cinquième phase, sur le burn-out en 5 phases, avec Mmh. la phase de basculement.
Et effectivement, j'ai plein de confrères ou de gens avec qui je travaille, de correspondants, coachs ou psychologues qui m'ont dit, ah tiens, ton truc, c'est pas bête, parce que effectivement, ça parle. Mmh. Ce qui est important, quand on soupçonne un burn-out chez quelqu'un, c'est que dans les mots qu'on va employer pour lui dire son état, ce qu'il faut, c'est qu'il se reconnaisse. Mmh. Quand vous avez quelqu'un qui est encore productif et vous lui dites, oula, vous êtes en burn-out, il va vous dire, non, je ne suis Mmh. pas en burn-out parce que moi, ma collègue, elle a fait un burn-out, elle n'a pas pu se lever de son lit. Mmh. Vous voyez? Donc, il Mmh. faut toujours trouver des mots, des images, des illustrations qui Mmh. permettent à la personne de voir où elle en est. Mmh. Voilà. Et cette phase du milieu là, de basculement, eh Mmh. bien, tout le monde adhère. Parce que des gens qui sont des fonceurs, qui se rendent compte qu'ils n'arrivent plus à produire autant à la mesure de leur travail, ils vont accepter. Ce n'est pas un déshonneur de dire oui, effectivement, je me rends compte que je suis moins performant. Du Moins coup, ils efficace. nous écoutent pour tout le reste et ils Mmh. acceptent de lever le pied. D'accord. Et du coup, sur le plan biologique, comment, enfin, je sais pas si on va peut-être pas rentrer dans le détail, mais sur le plan biologique, qu'est-ce qui explique et comment on peut expliquer, bah, justement ces phases dont vous parlez? Bon, Catherine, vous l'avez voulu, je vais rentrer dans le détail. Alors, je Bah, ne c'est vais pas intéressant rentrer. parce que voilà, c'est effectivement, Ouais. ça coupe un petit peu l'idée de c'est dans la tête et c'est à la mode, et Ah cetera. oui, 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 C'est oui. pas quelque chose Alors, sur le c'est corps, ce ouais. que j'aime bien ce que vous dites, c'est dans la tête parce que souvent, quand je fais des présentations, je fais idées vraies, idées fausses parce que Mmh. c'est très didactique. Et souvent, je dis, voilà, le burn-out, c'est dans la tête. Mmh. Et je dis, bah oui, c'est vrai. Mais sauf que tout le monde pense c'est psychique, c'est psychologique. Et non, c'est dans la tête parce que c'est nos neurotransmetteurs et c'est notre cerveau. Alors, je vous promets, je vais faire simple, mais il faut le dire parce que quand on a ces notions, après, et qu'on explique à une personne en burn-out, elle comprend tout. Alors, Mmh. je vais faire très simple, je vais faire le cheminement. Quand vous êtes dans un état de stress normal, le stress normal, d'abord, c'est positif. C'est une réaction d'adaptation, c'est ce qui nous permet de nous défendre. Voilà. Mmh. Je suis en retard, il faut absolument que j'ai le train. Eh bien, mon organisme va s'adapter, va se stresser pour que mes organes puissent fonctionner à la mesure du fait qu'il faut que je me dépêche. Mon cœur s'accélère, ma respiration, etc. Cette mise en action, elle se fait par ce qu'on appelle le système neurovégétatif, qui est le système nerveux qui gère nos organes de façon autonome. On appelle aussi système nerveux autonome, qu'on appelle aussi le système sympathique. Et il est composé de l'orthosympathique qui nous adapte à l'effort, donc globalement qui accélère nos organes, et du parasympathique qui nous permet de récupérer, globalement qui ralentit nos organes. Je dis globalement parce que sur l'appareil digestif, ça fonctionne en vrai. Voilà, donc je suis stressé, mon orthosympathique se met en route, je vais fabriquer de l'adrénaline, la noradrénaline, mes organes s'adaptent, tout va bien, impeccable. Si par contre, je suis stressé tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours, voilà, j'ai X consultations par jour, il faut que je sois performant à chaque fois, l'adrénaline ne suffit plus. Donc j'ai un deuxième mécanisme qui se met en route, qui sont mes glandes surrénales et mon cortisol, c'est les glandes surrénales qui vont fabriquer le cortisol. Mon cortisol va avoir la même finalité que mon adrénaline, c'est-à-dire adapter mes organes, mais sur le long cours. Mmh. Adrénaline, c'est le sprint. Cortisol, c'est le marathon. Tout va bien. Tout va bien. Si je sécrète mon cortisol, que je prends mon temps de récupération, que je prends des vacances, que j'ai mes soirées, Mmh. tout va Ça, bien. c'est mmh. Et tout va bien, pourquoi? Parce que quand je fabrique plus de cortisol, mon cerveau est informé, donc mon hypophyse, mon hypothalamus, et ils vont dire à mes glandes surrénales, calme-toi, c'est bon, il n'y a pas besoin de plus. Très bien. Si par contre, vous devez bosser à fond, vous devez travailler à fond, et ben vous avez le moyen de déverrouiller le truc. Vous savez, c'est comme quand on met un chauffe-eau en marche forcée. Alors là, Mmh. vous ne respectez plus les heures creuses, les heures pleines, c'est à fond tout le temps. Ben, vos glandes surrénales, elles savent faire. Et votre cerveau, il sait faire. Donc, si je dis à mon cerveau, bah, écoute, là, on ne va pas avoir de soirée, on ne va pas avoir de week-end, on ne va pas avoir de vacances, ben, mon cerveau, il me suit. Et il dit à mes surrénales, allez les filles, il faut travailler. Et les glandes surrénales, bonnes filles, elles fabriquent beaucoup de cortisol. Mmh. Génial, parce que je m'adapte. Il n'y a qu'un petit problème un peu pervers, c'est que si j'ai trop de cortisol, mon cerveau est imprégné de cortisol. Et quand mon cerveau est imprégné de cortisol, il perd la capacité à réguler mes glandes surrénales. Donc, les glandes surrénales sont livrées elles-mêmes
et elles vont travailler jusqu'au bout du bout du bout. Donc, elles vont fabriquer encore plus de cortisol, et ce cortisol va créer une inflammation dans mon cerveau, on va voir tout à l'heure ce que ça fait, et dans mes organes. Plus d'immunité, plus d'énergie, atteinte des maladies, atteinte du système cardiovasculaire, atteinte du pancréas, atteinte des os, atteinte de tout. Vous voyez? Donc, on est parti sur du stress normal, après un stress chronique, après on a poussé la machine, trop de cortisol, mais après, qu'est-ce qui se passe? Après, il n'y a plus de cortisol. Et quand il n'y a plus de cortisol, là, vous êtes un zombie. C'est la phase de rupture dont on parlait tout à l'heure. Et cette phase de rupture, eh bien, vous avez l'impression d'être là sans être là. Hein. C'est ce que disent les patients. J'ai l'impression d'être ailleurs. Et si vous allez plus loin, comme il faut bien quand même que l'organisme continue à fonctionner, eh bien, une fois que vous avez brûlé les meubles, qu'est-ce que vous faites pour vous chauffer? Bon, en l'occurrence, le cerveau, il va aller chercher la tyrosine, qui est un acide aminé, qui est produit, qui est apporté par l'alimentation, par la viande notamment. Et cette tyrosine, il va la brûler. Ah, génial, ça donne de l'énergie. Là où c'est un peu embêtant, c'est que la tyrosine, c'est aussi le précurseur de la dopamine. Et donc, il n'y a plus de dopamine. Et là, vous restez couché dans votre lit un matin, vous ne vous levez plus. Voilà. Donc, vous voyez, c'est dans la tête. C'est dans la tête. D'accord? Mais ce sont des hormones et ce sont des neurotransmetteurs. Alors après, ça déjà, c'est pas rigolo, on est bien d'accord. Mais le plus embêtant, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, l'excès de cortisol a créé une inflammation, et notamment une inflammation du cerveau. Et ce cortisol, il inflamme 3 zones, qui sont le cortex préfrontal. Donc, le cortex préfrontal, c'est notre intelligence. Donc, on perd notre intelligence, on n'arrive plus à prendre une décision, tout est compliqué, on a l'impression d'avoir le cerveau englué. Il va attaquer l'amygdale. Donc, l'amygdale, c'est le cerveau de la survie. Donc, c'est la peur, la panique, on ne sait plus ce qui est bon pour nous, là aussi, on ne sait plus prendre des décisions. Et la dernière chose, ça va attaquer l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est la mémoire, donc on comprend mieux les symptômes, et c'est la vie relationnelle. S'il n'y a pas d'hippocampe, ça ne marche plus. Du coup, vous comprenez que rien qu'avec l'explication des lésions cérébrales qu'il peut y avoir, de cette inflammation, vous justifiez tous les comportements. Donc, quand quelqu'un dit à son conjoint, écoute, t'es vraiment pas drôle, depuis que tu es en burn-out, tu pourrais faire un effort, il faut qu'il dise, mais non, regarde, mon cerveau, il est enflammé, il n'est plus en capacité. Et si on allait gratouiller, regarder dans le cerveau, qu'est-ce qu'on verrait? On verrait que l'hippocampe, qui est chargé de fabriquer des neurones, parce qu'à tout âge, on fabrique des nouveaux neurones dont on a besoin. On en fabrique moins qu'on en perd. Eh bien, l'hippocampe ne fabrique plus autant de neurones, donc le cerveau s'appauvrit. Les neurones eux-mêmes se transforment, c'est-à-dire qu'un neurone s'est connecté à 10 000 neurones. Donc, vous voyez un peu le réseau, le circuit électrique que ça fait. Eh bien, les ramifications des neurones qu'on appelle les dendrites, elles vont se réduire. Donc, il y a moins de connexion. Donc, il y a un réseau qui est plus pauvre. Et au niveau de la connexion, eh bien, là aussi, le courant passe moins bien parce qu'il y a moins de neurotransmetteurs et puis parce qu'avec le stress, et encore plus dans l'état de burn-out avancé, les neurones vont se rigidifier, ils ne peuvent plus communiquer entre eux. Et ça, c'est important parce que ça va avoir des implications sur le plan nutritionnel et micronutritionnel, puisque ce qui va redonner la fluidité membranaire aux neurones, ce sont les oméga 3. Voilà. Donc, c'est dans la tête. Ah, mais c'est hyper intéressant et hyper important, et merci encore une fois de nous donner ces explications, parce que c'est tout ce qu'on ignore vraiment du burn-out, quoi. Encore une fois, hein, le burn-out, c'est un groupe de stress, etc. Et c'est vraiment se rendre compte à quel point le corps est touché, et que du coup aussi comprendre qu'on s'en sort pas en un claquement de doigts et juste avec quelques semaines de repos. Alors, du coup, tout à l'heure, vous parliez justement du cortisol qui vient à un moment donné, qui vient à un moment donné, en tout cas, nous aider à tenir dans la durée. Moi, j'ai toujours été surprise. Alors, j'avais vu, je ne sais plus où, qu'il existait des tests salivaires pour pouvoir diagnostiquer justement si on était en burn-out ou pas. Et je m'interrogeais sur la raison pour laquelle, en tout cas, je n'ai jamais croisé quelqu'un qui a bénéficié de ces tests de cortisol, tests salivaires de cortisol. Est-ce que vous connaissez ces tests? Oui, bien sûr. Vous êtes bien informé en attendant. C'est bien. Pourquoi on ne les utilise pas finalement pour diagnostiquer si oui ou non la personne est concernée? Et parce que ce n'est pas si simple que ça, et vous allez voir que ça peut bloquer à plein de niveaux.
Donc, le cortisol, vous avez compris qu'à un moment, on en a beaucoup, ce qu'il faut, après, on en a trop, puis après, on n'en a plus. Bon. Juste, petite chose, j'ai dû le dire tout à l'heure, mais je n'ai peut-être pas été assez clair. Pour nous, sur le plan médical, le burn-out, c'est l'ensemble du processus qui va de la phase d'alarme à la phase d'effondrement. Donc, c'est les 5 phases. D'accord? Donc, effectivement, quelqu'un qui est ne serait-ce qu'en phase de résistance, donc qui est encore bon, hein, mais qui est à fond, pour nous, il est déjà dans un processus de burn-out. Je dis ça parce que dans le grand public, le burn-out, c'est l'effondrement, c'est la dernière phase. Et non, ça n'est pas que ça. Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, le cortisol, selon la phase où on est, eh bien, il ne va pas avoir le même taux. Alors, ce qu'on fait classiquement, un peu pour rien, mais on le fait quand même, c'est la prise de sang, le dosage de cortisol le matin à 8 heures. Pourquoi le matin à 8 heures? Parce qu'en fait, le cortisol monte le matin, puis va descendre tout au long de la journée. Je ne sais pas si je suis dans le bon sens, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on le fait au moment où il est au pic. Voilà. Le problème, c'est que ça ne nous donne pas beaucoup d'indications sur la façon dont ce cortisol va continuer à être sécrété dans la journée. Alors, on a tourné la difficulté en faisant un dosage de cortisol urinaire sur 24 heures. Donc, on récupère les urines sur 24 heures et on regarde ce qu'il y a dedans. Il y a des gens, ils en ont beaucoup, il y a des gens, ils n'en ont pas assez. Alors, le problème, d'une part, aller récupérer ces urines sur 24 heures, c'est pas drôle. Beaucoup de patients ne veulent pas. Et puis, deuxièmement, ça ne nous dit pas comment le cortisol va être utilisé. Donc, le top, c'est le dosage salivaire. Alors, on peut faire des dosages sur 4 ou 5 prélèvements. On le fait le matin, on le fait à 30 minutes après, on le fait 4 heures, 6 heures, 8 heures et 12 heures. Bon. Le problème, c'est qu'il y a peu de labos qui font ça. Ça se fait, alors en France, il y a quelques labos, je ne vais pas les citer parce qu'on ne va pas faire de pub, mais il y a quelques labos. Belgique, Luxembourg. Et l'autre problème, c'est que ça a un coût. Et moi, j'ai des patients à qui je le propose qui ne veulent pas du fait du coût. Parce que ce n'est pas remboursé? Parce que ce n'est pas remboursé. Ce n'est pas remboursé parce que c'est considéré comme n'ayant pas d'intérêt. Alors, est-ce que ça a un intérêt ou pas? Alors là, vous allez voir que c'est un peu plus subtil. Imaginez que je vous fasse un test salivaire et puis que je vois que vous avez un taux qui est vraiment très, très bon. Ça ne va pas me dire si vous n'êtes quand même pas dans un processus de burn-out. Parce que ce test salivaire, il va voir que je le couple avec ce que vous allez me dire de votre vie. Si vous avez un très bon cortisol, même trop bon, je peux très bien vous dire, oh, super Catherine, vous êtes vraiment costaud, hein, vous envoyez. Hein. Mais si vous me dites, oui, mais là, je dors que 3 heures par nuit, c'est plus les 3 heures par nuit qui vont m'intéresser que le bon taux de cortisol. Vous voyez? Oui. C'est pour ça qu'il faut toujours le mettre en parallèle avec le contexte clinique. Voilà. D'abord, pourquoi? Parce que selon le moment, le cortisol peut être haut, peut être bas. Et si vous ne le faites pas, vous ne faites pas le parallèle, eh bien, et puis il y a des fois, il y a des choses bizarres. Moi, je l'ai fait à des patients qui sont pourtant effondrés, le taux de cortisol est correct. Voilà. Et ils arrivent à se débrouiller. Alors pourquoi? Mystère. Après, il y a peut-être une explication. Hein, c'est que le jour où la personne fait son cycle de cortisol, elle va être un peu plus motivée, un peu plus attentive. Elle va être obligée à respecter des horaires. Rien que ça fait monter le cortisol. D'accord. Donc, vous ne l'utilisez pas spécialement, vous n'avez pas forcément besoin de ça pour le diagnostic, en tout cas. Non, pas spécifiquement. Voilà, je peux le faire. Quand il y a des patients qui ont besoin d'avoir des arguments, voilà, on va faire le dosage. C'est que ça vient poser le truc, on va dire, un peu scientifiquement. Et oui, mais inversement, ça peut être le pétard qui vous pète à la figure. Parce que si le cortisol est bon, la personne va vous dire « Ah, mais finalement, ça va pas mal. Donc, vous me parlez de m'arrêter de travailler, c'est pas la peine. » Vous voyez? C'est pour ça hein, il faut être raisonnable en tout. C'est des outils. C'est un outil qui peut être très intéressant quand on veut appuyer un diagnostic, le faire passer. C'est comme le test, le MBI, hein, le Maslar Burnout Inventory. Alors moi, je le fais faire quasi systématiquement. C'est extrêmement rare que je ne le fasse pas faire. Mais il sert surtout à quoi? Il sert surtout à faire prendre conscience à la personne qu'elle est épuisée, qu'elle n'est plus bien dans son travail, que cette insensibilité dont elle se plaint, effectivement, elle est due au processus de burn-out. Ça ne va pas changer ma façon de faire, ça ne va pas changer mon discours, mon appréhension.
ou ma façon d'apprendre la personne, ça va simplement l'aider à prendre conscience. À intégrer en tout cas là où il en est. Ok. Voilà. Et vous Et ce qui est intéressant, c'est de faire le test de dépression avec le bec, parce que comme la dépression et le burn-out, c'est pas la même chose, ça permet de dire à la personne, vous voyez, votre test de dépression est bon, par contre, vous avez un épuisement énorme, donc ça veut dire que vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas dépressive, vous êtes épuisé, Ok. c'est pas pareil. Juste une petite question que j'ai vu passer, alors je sais que c'est une des personnes que je suis, alors je me permets de vous la poser, on avait dit qu'on les gardait pour la fin, mais est-ce que ça peut avoir un impact sur la glycémie, le burn-out? Excellente question, excellente question. Pourquoi? Eh bien parce que tout à l'heure, quand je parlais de la réaction du système nerveux et de des glandes surrénales, quand vous êtes en état de stress, que ça soit aigu ou chronique, donc que ça soit via l'adrénaline ou via le cortisol, votre pancréas va fabriquer, votre foie va libérer beaucoup de sucre, pardon, parce qu'on a besoin du sucre pour fonctionner. Et si votre foie libère beaucoup de sucre, il faut que votre pancréas envoie beaucoup d'insuline. Mmh. Donc, vous allez avoir une sursollicitation du foie avec un afflux de sucre exagéré. Vous allez avoir une sursollicitation du pancréas avec une libération d'insuline pour pouvoir assimiler le sucre. Mais le problème, c'est que on libère tellement de sucre que notre cerveau ne va pas brûler et notre corps ne va pas brûler tout ce sucre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce sucre, il va être transformé en graisse. Et c'est toutes les personnes qui vous disent, à chaque fois que je suis stressé, je grossis. Ouais, je Ben prends oui, parce que quand vous êtes stressé, vous libérez beaucoup de sucre. En général, ben, vous êtes stressé derrière votre bureau, donc vous ne brûlez pas. Et ce truc, ben, vous savez que le sucre n'est jamais éliminé dans les urines ou dans les matières fécales, sauf maladie, parce que c'est noble. Le cerveau fonctionne avec du sucre, le muscle fonctionne avec du sucre. Donc l'excès de sucre, il est stocké sous forme de graisse pour plus tard au cas où. Voilà. D'accord. Donc, oui, le pancréas est beaucoup sollicité. Bien Ok, sûr. d'accord, très bien, intéressant. Je ne savais pas. Alors, on parlait tout à l'heure des séquelles, et on parlera du coup un petit peu de la question que j'ai vu passer. Des séquelles notamment sur la mémoire, sur la concentration. Euh, Forcément, quand on est concerné par ces manifestations-là et ces symptômes, on flippe. On se dit: «Oh là là, est-ce que je vais redevenir normal?» Donc, est-ce que ces séquelles-là, sont irrémédiables, irréversibles, ou est-ce qu'on s'en Ouais. remet? Alors, on s'en remet. Alors, si il y a des lésions et qu'on s'en remet, heureusement, on n'arrive pas au stade de séquelles. Alors, il n'y aura pas de séquelles. Le monsieur dont je vous parlais tout à l'heure, qui ne savait plus passer les vitesses dans sa voiture, vous Mmh. imaginez l'état dans lequel il était. Hein. Il était chef d'entreprise, donc il a vendu sa boîte, il s'est recentré sur son cœur de métier qui était l'expertise, et c'est un des experts mondiaux les plus connus dans son domaine. C'est-à-dire qu'il a tout retrouvé, donc il n'a pas de séquelles. État catastrophique, mais pas de séquelles. Les séquelles, il y a 15% des gens qui vont en avoir et 15% donc de personnes qui ne seront plus jamais en capacité de retravailler. Voilà. Mmh. Alors, il y a des séquelles qui sont cognitives et il y a des séquelles émotionnelles. Vous avez des personnes, rien que de penser au travail, rien que de penser se retrouver dans un environnement professionnel, c'est émotionnellement que ça passe. Bon. Donc, je ne peux pas vous dire exactement le pourcentage. Ce que je sais, c'est que tout confondu, on a 15% des gens en burn-out qui ne peuvent plus travailler du fait de séquelles, surtout cognitives, mais aussi émotionnelles. D'accord, mais donc dans la plupart des cas, on retrouve, ces capacités Oui, cognitives oui, 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 de oui. mémorisation, mais ces 15% de cas, on l'explique pourquoi? C'est parce que c'est vraiment des burn-out qui ont été très, très sévères ou? Parce que le cerveau a pris feu. Le cerveau a pris feu. En fait, c'est une neuroinflammation. Et l'inflammation, il faut qu'elle se répare. Mmh, L'inflammation, comme on dit, c'est la mère de toutes les maladies. Toutes mmh, les maladies commencent par l'inflammation. Et l'organisme est outillé pour réparer, avec ce qu'on appelle les cellules souches notamment. Mais le cerveau, ça se répare doucement, déjà. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de gens qui vous disent, j'ai retrouvé mon tonus physique, mais je n'ai pas encore retrouvé mes capacités cognitives. mmh, Et puis, chez certaines personnes, il y a de la perte. mmh, Et puis après, il y a l'interprétation qu'on en fait. C'est-à-dire que quand on est atteint au niveau cognitif, comme vous le disiez tout à l'heure, on est en panique. mmh, Du coup, on se met encore moins dans des dispositions pour mmh, pouvoir utiliser ses capacités. Voilà. Il y mmh. a une chose qui est importante à savoir, c'est que quand on fait un burn-out, on a des séquelles, on garde une hypersensibilité définitive au stress. Voilà. On sera toujours plus émotif, plus anxieux, plus stressé qu'avant. Alors, pour les patients
quand ils vous revoient, ils vous disent c'est catastrophique, il faut m'enlever ça. Mais je leur dis, mais certainement pas. On va garder ça encore pendant une cinquantaine d'années. Parce que cette sensibilité au stress, elle vous protège. Mm. Elle fait que les warnings qui ne s'étaient pas allumés la première fois, maintenant ils s'allument. Donc quand vous vous retrouvez dans des situations où vous commencez un peu à monter en pression, eh bien c'est grâce à cette hypersensibilité au stress que vous allez pouvoir dire ah, attention. Mm. Et je précise quand même que ça ne veut pas dire qu'on n'est plus capable de gérer du stress, mais effectivement, on le vit de façon beaucoup plus Fine. Voilà. Ouais, Oui. plus fine. Vous êtes beaucoup plus subtil dans vos analyses parce que vous dites ah, là, il y a un petit truc là. Et on le voit dans les relations avec les gens. Vous voyez quelqu'un qui a fait un burn-out parce qu'il a été victime de harcèlement, par exemple. Eh bien, ça a développé chez lui une capacité à repérer les tordus extrêmement exacerbée. Vous voyez, parce que dès qu'il est dans une situation comme ça, avec ce style de personne, tout de suite, son système neurovégétatif se met en alerte. Ouais, voilà, et c'est là où Mais on peut travailler. le corps devient vraiment un allié si on apprend à l'écouter. Hein, c'est vraiment Exactement. tout un apprentissage du burn-out. Alors, je vois qu'il y a des questions. On les prendra peut-être un petit peu à la fin. On va dérouler les questions qu'on avait prévues avec le docteur Lechemia et on viendra sur vos questions à la fin si jamais on ne les a pas vues en cours de route. Alors, dans les questions que je voulais vous poser et que l'on se pose très souvent, c'est lorsque l'on va voir notre médecin pour avoir des arrêts de travail dont on a vraiment besoin pour se remettre, pourquoi ceux-ci sont généralement des renouvellements d'1 mois, parce qu'on sait que tous les mois, de revenir chez le médecin en se demandant est-ce qu'il va me prolonger ou pas, ça rajoute du stress alors qu'on voit bien que c'est tout sauf ce dont on a besoin, du stress. Donc, est-ce qu'on peut demander à son médecin de nous prolonger de façon plus longue qu'un seul mois? Bien sûr, bien sûr. Alors, la raison pour laquelle les médecins font des arrêts courts, c'est la peur. C'est tout. En fait, on est fliqué sur nos arrêts, même moi, hein, et surtout moi, parce que moi, mes arrêts sont longs. On est fliqué sur nos arrêts et le médecin, il est entre le marteau et l'enclume. Même s'il sait que son patient va avoir besoin d'un arrêt prolongé, il a tellement peur de se faire rattraper par la patrouille qu'il y va par petits arrêts comme ça. Ça, c'est dramatique parce que vous empêchez le patient de se projeter. Ouais. Et quand je dis se projeter, c'est pas se projeter sur un futur professionnel, c'est se projeter sur du repos. Là, on est au mois de juin. Si j'arrête quelqu'un on est le 20 juin jusqu'au 20 juillet, je lui interdis de se projeter sur son mois d'août. Et peut-être que le mois d'août, il avait l'intention d'aller dans le Midi pour voir sa fille, ses petits-enfants, etc. Ce qui va faire du bien à son burn-out. Au nom de quoi on l'empêcherait de faire ça? Au nom de quoi? Donc, il faut effectivement passer les premiers temps. Effectivement, le premier arrêt, il est toujours plus court. C'est une stratégie. Hein. L'arrêt, c'est vraiment, il y a une philosophie de l'arrêt de travail. On fait un premier arrêt court, pas parce qu'on a peur de la sécu, mais parce qu'il faut que le patient s'habitue à l'idée. Il faut quand même rappeler une chose importante, c'est que les gens qui font des burn-out étant des bêtes de concours, ils ne veulent pas d'arrêt. Ils ne veulent pas d'arrêt. Chaque 15 jours au début, ça paraît fou. Mais ça paraît énorme. Et moi, quand je vois, quand je fais des conférences avec des chefs d'entreprise et que je leur dis ça, ils me disent mais non, c'est des feignants. Je dis mais pas du tout. Regardez qui s'est arrêté dans votre entreprise, c'est les meilleurs. Et là, ils se disent ah oui, c'est vrai. Voilà. Ah mais on pensait qu'il était devenu feignant. Non, il n'est pas devenu feignant. Donc, le premier arrêt, il est toujours court, mais c'est une stratégie. En fait, on va manipuler notre patient bienveillamment, bien évidemment, pour que ça soit pas trop long, pour que ça ne lui fasse pas peur, mais pas trop court, parce qu'un arrêt d'1 semaine, c'est le truc qui ne sert à rien. Si on vous arrête et que le lundi matin, vous êtes en arrêt, vous pensez déjà au lundi suivant, il va falloir y retourner. Si vous avez 2 semaines, vous allez pouvoir vous projeter. Donc, ce qui est bien, c'est de faire 2 semaines. Puis, si le patient sent que ça lui fait du bien, on refait 2 semaines. Et après, on part sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça va dépendre de tout un tas de paramètres. Mais on peut tout à fait faire 3 mois. En Suisse, on ne peut pas. En Suisse, moi, les patients suisses, c'est 1 mois. Il faut refaire un arrêt tous les mois. Alors là, on prend l'engagement, c'est purement officieux, hein, avec eux, de leur dire, mais je ne vous abandonnerai pas. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour moi, votre date de reprise, ça ne sera pas avant telle période. C'est comme ça. On ne dit pas, vous allez reprendre à telle période. On dit, vous ne reprendrez pas avant telle période. Et ça laisse du temps. Voilà.
Et l'autre question, parce que souvent ça va avec, pourquoi on ne met pas burn-out sur les arrêts? Tout à fait. Ça, c'est l'autre chose. Mmh. C'est qu'en fait, on n'a pas le droit, ou du moins, on n'avait pas le droit. Sur un arrêt de travail, on n'a pas le droit de mettre de lien de causalité avec le motif de l'arrêt. Mmh. Donc, je peux mettre syndrome d'épuisement, mais je ne peux pas mettre professionnel, je ne peux pas mettre conjugal, je ne peux pas mettre parental. On n'a On peut pas le pas droit dire de de mettre. quoi ça vient en fait, de quelle est l'origine en fait. Voilà. En fait, c'est que le médecin est censé juste constater un état. Mmh. Il ne doit pas se mêler de la cause. Mmh. Et ça, on le retrouve, par exemple, quand on fait un certificat médical. On va prendre le cas le plus horrible. Vous voyez une femme battue qui arrive avec le visage tuméfié, dont vous doutez bien, et en plus elle vous le dit, que c'est le mari qui l'a tapé. Vous ne pouvez pas le mettre. Vous allez Mmh. mettre la patiente me dit que son mari l'a frappé. Vous ne pouvez pas mettre le mari a frappé la patiente. Voilà. Mmh. Si vous mettez ça, vous vous retrouvez au tribunal. Donc, sur un arrêt, on ne peut pas mettre la patiente me dit qu'elle est fatiguée à cause de son travail. Donc, cette solution burn-out n'existe pas. Alors, il y a eu une grande avancée il y a quelques jours, puisque le Conseil d'État a donné raison à un médecin qui avait marqué burn-out sur son arrêt. Alors, l'histoire, elle est assez cocasse. C'est que quand vous êtes en burn-out, quelquefois, vous mélangez un peu les crayons. Et là, en l'occurrence, le patient a envoyé à son entreprise le premier feuillet de l'arrêt, c'est-à-dire celui sur lequel il y a le diagnostic. D'accord. Mmh. Celui qui est Qui est normalement réservé à donné. la physicienne. Voilà. Ouais. Et donc, l'employeur a vu que c'était marqué burn-out. Et il a D'accord. porté plainte contre le médecin. Oh C'est là là. monté au Conseil d'État et le Conseil d'État a donné raison. Donc, pour la première fois, Mmh. on va peut-être pouvoir marquer. Alors, je vais vous dire franchement, moi, je ne m'embête pas. Moi, je mets syndrome d'épuisement professionnel. Je ne mets pas burn-out parce que, voilà, Mmh. allez, on va respecter un peu la langue française. Je mets syndrome d'épuisement professionnel. Mmh. Quelquefois, quand les patients ont un peu peur, je mets réactionnel, mais je mets toujours. Par contre, quand vous faites des arrêts en télétransmission avec le site de la Sécu, syndrome d'épuisement, ça n'existe pas. Vous avez soit dépression, trouble anxieux-dépressif, ou alors asthénie. Donc, qu'est-ce que vous faites? Alors voilà, moi je mets asthénie sévère, et dessous, je rajoute, puisqu'on peut préciser, dans le contexte de syndrome d'épuisement professionnel. Bon, espérons que ça va changer. OK. Donc en tout cas, c'est normal parce qu'on a le sentiment et on peut le vivre, en tant que patient comme une non-reconnaissance finalement, Ah, mais bien comme sûr, quelque chose de tabou. bien Donc sûr. c'est important de savoir qu'en fait les médecins n'en ont pas forcément la possibilité. Alors ça en entendant que ça va peut-être changer. Ouais. Ça va peut-être changer. L'autre problème auquel on ne pense pas et qui est majeur, c'est que du coup, il n'y a pas de statistiques. Oui, Tous les tout à chiffres que vous voyez quand on vous dit aujourd'hui il y a 2,5 millions de burn-out en France, ce n'est pas les chiffres officiels de la Sécu, c'est des enquêtes. ouais, tout à fait. Et Donc, ça, c'est c'est terrible. extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a des directives données par la Haute Autorité de Santé sur une pathologie. Mmh, Une pathologie n'existe pas au niveau de la Sécu. mmh. On n'a pas Et de on ne statut. sait pas combien il y a de victimes. Mmh. Vous voyez? Donc, Ah oui, oui, complètement. Moi, je sais que depuis que je travaille sur cette thématique-là, je vois passer les mêmes chiffres depuis, 6 ans, 7 ans. C'est toujours la même enquête, de Technologia, voilà. Mais on voit bien qu'il y a pas de chiffres et il y a pas de données, ce qui est quand ouais, même et pas après, voilà, donné. donc c'est Opinionway en fait qui fait ça. Et après, je pense que dans la façon dont les résultats sont retranscrits, en plus, il y a une erreur. Et j'ai l'intention de les contacter parce que je pense qu'il y a une petite erreur avec l'utilisation des pronoms relatifs et du coup, ça change le sens. Mais bon, peu importe, ça n'empêche pas que le nombre de burn-out est en train d'exploser en France. Mmh. Question sur, la durée moyenne d'un arrêt. Alors, on entend souvent, en tout cas, on a souvent la question et j'ai souvent la question, voilà, combien de temps ça dure? Et c'est très difficile puisque encore une fois, vous le disiez tout à l'heure, chacun aussi est différent et je pense que la durée va varier d'une personne à une autre. Mais, vous de ce que vous en connaissez, de ce que vous en constatez, quelle est la durée moyenne d'un arrêt de travail pour burn-out? Alors, je ne vais pas reprendre le sketch du canon de Fernand Reynaud qui disait un certain temps, mais c'est presque ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des gens qui vont pouvoir s'arrêter 3 mois, Mmh. d'autres c'est 3 ans. Mmh. Voilà. Alors, les Belges, eux, ont des statistiques, et les dernières statistiques belges, elles donnent 14,6 mois d'arrêt en moyenne. Mmh. Ça fait Mmh. beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Jusqu'à présent, jusqu'à ces dernières années, on parlait de 8 mois. Bon, je vous avoue que quand moi j'ai vu les chiffres belges là, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, ça devient quand même compliqué. 14 c'est plus proche de ce que moi je vois Mmh. que 3 mois.
Oui, oui, tout à fait. Et après, voilà, il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas de, il y a Il pas n'y de a pas chiffre. de date voilà, précise, mais Ce qu'il faut juste voir, et c'est pour ça quand je disais tout à l'heure qu'il faut qu'on soit tous des lanceurs d'alerte du burn-out, et à plus forte raison quand on a fait un burn-out, parce que on le sent chez les autres, hein, on le sent dans ses tripes, parce que plus le diagnostic est fait tardivement, plus il va y avoir un effondrement des neurotransmetteurs, plus il va y avoir un effondrement des hormones, le cortisol, mais surtout, plus il va y avoir une inflammation cérébrale importante. Donc, plus on va avoir de temps pour récupérer. Oui, voilà. Plus on tient longtemps et on résiste longtemps, plus long est la convalescence. Ouais, tout à fait. Alors, question que je pense vous avez entendue maintes et maintes fois et que pour ma part, j'ai beaucoup. Est-ce que vous pensez, enfin pour vous, est-ce que la prescription d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, qui est donc très fréquente, on va dire, en tout cas chez les personnes que je rencontre, est-ce que pour les personnes en burn-out, pour vous, c'est un traitement et une prescription qui est indispensable pour soigner un burn-out? Alors, la réponse est non, et c'est pas moi qui le dis, c'est la Haute Autorité de Santé. Euh, Juste très simple, en 2016, l'Académie nationale de médecine a pris conscience que ce qu'on faisait sur le burn-out, c'était archaïque, c'était plus du tout adapté, parce qu'à l'époque, c'était antidépresseur systématique. Ils ont pondu un rapport qui a débouché sur le fait que la Haute Autorité de Santé publie un guide de référence des bonnes pratiques de 150 pages en 2017. Et il est clairement dit qu'on ne donne des antidépresseurs qu'à des personnes qui ont un syndrome dépressif dans le contexte burn-out. Le burn-out, au stade ultime, au stade avancé, il va déclencher une dépression. Pourquoi il y a des suicides? Pourquoi on se suicide quand on fait un burn-out? Pourquoi on peut se suicider? Parce qu'on est en dépression. Donc, si vous en êtes là, bien évidemment que l'antidépresseur va être un outil, alors je dirais presque indispensable pour des raisons médico-légales. Parce que là, si vous ne le donnez pas, légalement, vous ne donnez pas à vos patients toutes les possibilités de s'en sortir. Mais autrement, pas du tout. Et c'est pour ça que c'est très intéressant quand on veut évaluer un burn-out, on fait le fameux MBI dont je parlais, qui est le test de burn-out, et on fait le BDI, qui est le Beck Depression Inventory, qui est le test universel. Il n'y a pas que celui-là, mais celui-là, il est vraiment très intéressant, le test de dépression. Et c'est là que vous voyez des effondrements, des épuisements extraordinaires avec le test de burn-out, et absolument pas de dépression avec le MBI. Là, il n'y a pas d'antidépresseur. D'accord. Après, les anxiolytiques ou les somnifères, c'est autre chose. Parce que si vous êtes très angoissé, si vous ne dormez pas, moi j'ai plus une culture médecine douce, mais je peux aussi prescrire des somnifères, des tranquillisants, et je ne me gêne pas. Quand à un moment donné, vous avez un patient qui ne dort plus, il vaut mieux pas le laisser trop galoper dans l'insomnie, parce que les nuits complètes, avoir les yeux ouverts, vous finissez avec une bouffée délirante, hein, donc c'est pas sympa. Voilà. Donc là, il n'y a pas de problème. L'antidépresseur, ça peut être contre-productif. D'accord. Donc en tout cas, c'est pas normalement non plus systématique, quoi. Non, c'est pas systématique. Alors, ce qui est embêtant, c'est que la sécurité sociale considère qu'un patient qui n'a pas un antidépresseur, voire qui n'est pas suivi par un psychiatre, n'est pas bien suivi. C'est ça, ou n'est pas malade. Hein. Ou n'est pas malade. Voilà. Ça, c'est un grand, voilà, c'est un grand débat. C'est un grand débat, effectivement, et il faut le savoir, parce qu'on peut de temps en temps ne pas se sentir, voilà, ressentir le besoin de prendre les antidépresseurs, ni de voir un psychiatre, et pour autant, pour éviter parfois d'être embêté ou en tout cas renvoyé au travail trop tôt, et ce qui serait très mauvais, on a tout intérêt à prendre, je le dis, alors vous le direz peut-être pas, mais en tout cas prendre les ordonnances d'antidépresseurs et aller les acheter et à faire comme si on les prenait et de voir un Je ne psychiatre. vois pas de quoi vous parlez. Voilà, sans quoi, c'est la personne qui peut en payer le prix. Donc sachez-le, moi je vous le dis puisque j'ai déjà rencontré et je crois qu'Alexandra est là aussi, elle pourrait en parler, c'est à elle que c'est arrivé. Alors, puisqu'on parle d'antidépresseurs systématiques, pas systématiques, selon vous, le corps, en tout cas le médical, en tout cas les médecins et le corps soignant,
est-ce qu'ils sont formés, suffisamment informés justement de ce que vous connaissez, de ce que vous avez décrit, des phases du burn-out, pour pouvoir justement bien soigner, bien accompagner? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais vous faire une réponse politiquement correcte. On a à notre disposition les moyens de se former, puisque ce fameux guide des bonnes pratiques qui est sorti en 2017, on peut tous le lire, il est sur Internet. Moi, je l'avais reçu en version papier, donc normalement tous les médecins l'ont reçu, et il est en ligne. Donc, quelqu'un qui veut se former sur le burn-out, certes, il y a 150 pages, mais on n'est pas obligé de tout lire, et on peut aller piocher dedans les informations qui nous intéressent. Donc, potentiellement, tout médecin a les moyens de se former. Après, il n'y a pas que la formation, il y a le temps que vous allez avoir à consacrer à votre patient. Un patient que vous voyez la première fois en burn-out, c'est 1 heure, ce n'est pas 10 minutes. Il ne faut pas que dans la salle d'attente, vous ayez une salle d'attente pleine de gens qui toussent, qui ont la grippe, etc. Donc le problème, il est que le généraliste, quand il est confronté à un cas de burn-out, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va au plus pressé et il va dans un sens ou dans l'autre. Soit il minimise, il dit bon, écoutez, c'est rien, c'est un petit coup de fatigue, on se revoit la semaine prochaine. Soit effectivement, il verrouille, arrêt antidépresseur. Voilà. Pas tous, bien évidemment, pas tous, mais on est obligé de remettre la compétence dans le cadre du mode d'exercice. Voilà. Donc moi, je suis indulgent avec mes confrères généralistes parce que moi, il y a des généralistes qui m'envoient des patients et en fait, on voit bien qu'ils ont vu ce qu'il y avait. Ils ont vu, mais ils n'ont pas la possibilité. Ils n'ont pas la possibilité de prendre en charge. Oui, tout à fait. Il y a un manque de temps. Voilà, il y a obligatoirement un temps à consacrer. Enfin, quand quelqu'un arrive pour un burn-out, il faut qu'il vous raconte son histoire professionnelle. Mais ça remonte non seulement à son travail, mais à sa formation, à ses études, et puis à sa vie personnelle, à sa vie familiale. Ouais, donc il faut du temps et le temps que les médecins n'ont pas ou non plus aujourd'hui. Mais voilà, j'apprécie votre réponse diplomate, mais en tout cas pour les personnes que j'accompagne, on constate souvent une assez faible, en tout cas un assez faible niveau d'information, malheureusement. Et ça serait intéressant, en tout cas, qu'ils tombent sur cette interview et qu'ils vous entendent pour voir tout ce qu'il y a à apprendre et tout ce qu'il y a à comprendre, en tout cas sur le sujet. Pour terminer, la dernière question qu'on avait prévue, et après on verra les questions qui ont été posées par les personnes ici. Vous, quel est l'accompagnement que vous recommandez pour les personnes qui sont concernées par un burn-out? Donc, il y a l'accompagnement médical, en tout cas le suivi médical par vous, mais qu'est-ce que vous recommandez à vos patients? Psychologue obligatoire, parce que le psychologue va aider à comprendre, à encore mieux comprendre ce qui s'est passé, pourquoi c'est arrivé et qu'est-ce qu'il y a eu chez la personne qui a permis de le faire. On va prendre un exemple simple. Quelqu'un, mais le plus basique, quelqu'un qui fait un burn-out par surcharge, déjà, dans un premier temps, il faut lui faire comprendre que c'est un burn-out, parce que ce n'est pas le diagnostic le plus facile à admettre. Moi, j'avais soigné une dame qui était psychologue, prof de psycho. Quand je lui ai dit, vous faites un burn-out, elle m'a dit, ah non. Et tout de suite derrière, elle m'a dit, oh, pas vous quand même. Je dis, comment ça, pas moi? Elle m'a dit, vous n'allez pas me sortir ce diagnostic bateau, quoi. Bon. Et puis, je dis, puis pas moi. Je suis quand même prof de psycho. Vous voyez le truc? Donc, il a fallu d'abord lui faire accepter que c'est un burn-out. Deuxième étape, lui faire comprendre qu'elle ait fait un burn-out parce qu'elle est en surcharge. Vous savez, quand on dit on s'habitue à tout, surtout au pire, c'est parce que quand vous êtes en surcharge et que c'est devenu votre quotidien, vous vous en rendez plus compte. Et puis, troisième chose, pourquoi vous avez accepté la surcharge? Pourquoi vous n'avez pas dit non? Parce que vous avez été câblé comme ça, vous avez été éduqué comme ça. Et ça, c'est le rôle du psychologue. Ça, c'est intéressant. Alors, il y a la partie psycho, surtout quand il y a eu des histoires de harcèlement, parce que là, il va falloir nettoyer des choses. Donc, moi, je suis un grand fan de MDR, par exemple, mais pas que. Et après, il y a la partie coaching. Voilà. Pour moi, le trépied, c'est médecin, psychologue, coach. Voilà. Le coach intervient dans un deuxième temps, plutôt quand on commence à parler de retourner travailler, ou il intervient quand vous avez des personnes qui ont un vrai a priori contre les psychologues. On a encore des patientes qui vous disent « Ah non, je veux pas voir psychologue, je ne suis pas folle ». On est d'accord, ça. On l'entend moins qu'il y a 37 ans quand je me suis installé. Voilà, donc moi, je jongle avec ça. Après,
ben, il y a tout ce qui est à côté. Vous avez toutes les techniques comme le yoga, par exemple. Quelqu'un Mm, qui se dit, je me mets au yoga, je me mets à la méditation, la nutrition, tout est intéressant. mm, Le coaching sportif, tout. Voilà. mm, On ne peut pas penser qu'on va traiter un patient uniquement avec un traitement, aussi naturel soit-il, autant, même si c'est de la nutrithérapie, même si on veut rebooster les neurotransmetteurs, etc. etc. mm. On peut pas être tout seul. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Donc il y Donc un a une réseau, toujours un réseau. similarité, ouais, tout à fait. Mm. J'ajoute juste que, en tout cas en ce qui me concerne, moi je mélange justement le côté orientation et psychologue. Et donc on cherche les causes, le système de croyance, etc. avant de travailler justement sur la réorientation professionnelle. En tout cas, Ben, c'est la c'est obligé, particularité c'est obligé. c'est Voilà. obligé. Voilà. Pour moi, c'est une C'est étape obligée, effectivement. Et là j'ai échangé avec une patiente ces jours-ci qui m'a été adressée par une coach extrêmement performante. Vraiment, on a un gros passé de patients communs. Je sais que le travail est bien fait, Mm. mais ce qui n'a pas été fait, c'est le nettoyage du harcèlement qu'elle a vécu. Mm. Et on voit bien que ça bute. Donc Mm. voilà, donc là, on va redistribuer les cartes, parce que la patiente, voilà, elle s'est dit, voilà, elle aussi, c'est une Ferrari, et le psychologue, non, un psychologue, je ne vois pas pourquoi j'irais voir un psychologue. Et ça y est, maintenant, elle a compris. Mm. Vous voyez, Ouais. on peut pas faire l'impasse. Tout à fait. Il y a des traumas qui sont vraiment à gérer suite à ça. Très bien. En tout cas, merci pour toutes vos réponses. En tout cas, on a fait le tour des questions qu'on avait prévues ensemble. Merci encore à vous si vous êtes présents aujourd'hui. En fait, on ne voit pas sur moi, je ne vois pas sur mon outil si vous êtes nombreux ou pas. Enfin, j'ai regardé tout Il y a plus personne, en fait. à l'heure. Ils ont décroché quand j'ai commencé à parler du cortex préfrontal. Bon, ça fait un petit moment, hein, donc. Bon, si, on a encore du monde. Donc, alors du coup, je vais remonter un petit peu, mais ça va pas être simple. Si vous avez vu passer des questions, peut-être docteur Leschemia, Alors que moi, vous non, moi, je nous ai mis plein écran, donc je n'ai pas je pouvez. vois pas les questions, moi. Alors, je vais regarder. Un burn-out peut-il déclencher un Alzheimer ou tout type de dégénérescence cognitive? Dégénérescence, alors, perturbation cognitive, oui, ça c'est sûr, hein, on l'a vu tout à l'heure. Dégénérescence sur le long terme, ça fait partie des effets du surstress, oui. Oui, D'accord, aujourd'hui, on le sait. ok. Comme quand on dit que ça déclenche des cancers, euh, le, quand on dit ça, ça paraît toujours choquant, dire bah non, il exagère quand même. Mais bien sûr que si. Le Mm. lymphome, par exemple, qui est le cancer des ganglions, qui est le cancer des adultes jeunes, on sait que c'est un cancer qui va être provoqué par le stress, par le surstress. Il y a l'environnement, mais les deux facteurs principaux, c'est l'environnement et le surstress. Et c'est un cancer. D'accord. Donc, Alors, une autre question de ce type-là, peut-on développer parasthésie généralisée des spasmes musculaires, une hyperactivité physique et neurologique? Alors, c'est vrai que je ne sais pas si c'est en lien avec ça, mais j'entends souvent aussi parler de fibromyalgie. Est-ce que on peut déclencher une alors, fibromyalgie? c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Alors, le problème de la fibromyalgie, vu que vous avez un médecin sur deux qui dit que ça n'existe pas, et vu qu'on n'a pas le test, la prise de sang fantastique, hein, il faut se baser sur un examen clinique, c'est compliqué. Voilà. Mhm. Mais oui, fatigue chronique, fibromyalgie, oui, ça fait partie des effets secondaires. Et tous les symptômes que vous venez d'évoquer, bien évidemment, vous avez même des choses qui sont extraordinaires. Vous avez des gens qui font des hémiplégies, une hémiplégie transitoire due à un stress. Il ne faut pas oublier que vous avez ce qu'on appelle aussi des infarctus de stress. Ça Mhm. existe. Voilà. Donc, voilà. D'accord. Alors, Laure Etienne, qui est avocate, que je suis souvent d'ailleurs. Moi Bonjour. aussi, bonjour Laure. Vous êtes là, voilà. Elle demandait sur quelle base source sont estimés les 15%, et je pense que c'était les 15% de personnes qui avaient des séquelles. Ça, c'est les Belges. C'était les C'est les Belges. Belges. Ouais, alors, on m'a souvent demandé où était la source, et en fait, à l'époque, je ne l'avais pas noté, Mm. et mea culpa, parce que c'est les Belges. Voilà. D'accord. Les Belges, elles ont souvent voilà, les infos qu'on n'a pas. Mm. Virginie, que je salue aussi, Virginie Lemaire, qui nous demande, préconisez-vous l'arrêt de travail dès le burn-in? Alors, le burn-in, en fait, puisque maintenant c'est comme ça qu'on appelle les choses, le burn-in, c'est la phase d'alarme et la phase de résistance. Donc, les deux premières phases.
Et le burn-out, c'est les deux dernières. Donc, c'est la phase de rupture et la phase d'effondrement. Et au milieu, il y a le basculement. Donc, si vous êtes en burn-in au tout début, c'est-à-dire si vous êtes dans la phase d'alarme, non, on ne va pas s'arrêter. Par contre, on va expliquer à notre patient que manifestement, il est en sur-régime et qu'il va falloir commencer à faire bouger des choses. Les choses à bouger, il y en a deux. Il y a ce qui va bouger dans sa vie personnelle. S'il regarde la télé jusqu'à 3 heures, on va lui dire c'est peut-être pas bien. S'il ne se bouge pas, s'il mange n'importe quoi. Et la deuxième chose, c'est informer son N+1 que là, il est en sur-régime. Voilà. Le problème, c'est que vu le mode de fonctionnement des gens qui font des burn-out, ils vont peut-être changer un peu des choses, mais ils vont informer personne. Pourquoi? Parce que s'ils informent, soit on va leur dire bon, écoute, c'est rien, c'est pas grave, ça ne va pas durer, soit on va leur dire tu nous saoules, soit on va leur dire on va te payer un coaching. Et en fait, tu sais que tu ne sais pas t'organiser. Donc, du coup, ils se retrouvent fragilisés. Donc, la plupart du temps, ils ne font rien. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils baissent la tête et ils passent allègrement dans la phase suivante, donc la phase de résistance. Et c'est à la phase de résistance que, oui, on va pouvoir commencer à se poser la question, parce que c'est le moment où ça devient critique, sauf que, et c'est là que ça se complique, la phase de résistance, on appelle ça aussi la phase de déni-habituation, parce que la personne qui est dans cette phase-là, souvent, n'a plus aucune perception de ses symptômes. La même personne qui, 2 mois avant, vous disait bah, tiens, j'ai mal à l'estomac, j'ai des palpitations, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas si c'est une histoire d'endorphine, on ne sait pas ce qui se passe biologiquement ou si c'est simplement qu'elle se voile la face. Mais vous la revoyez 2 mois après, elle vous dit je travaille encore plus, mais j'ai plus de symptômes. Donc, vous ne l'arrêtez pas. Et les gens qui sont en phase de résistance, pourquoi ils viennent? Ils viennent quand c'est le conjoint qui leur dit là, il faut que tu ailles consulter parce que tu commences à être vraiment pénible à la maison. Ou moi, un jour, j'ai un avocat qui arrive, il me dit je viens parce que ma secrétaire m'a dit qu'elle allait démissionner tellement je suis pénible. Mais il me dit mais je vais très bien. Bon, on se met à parler et 3 minutes après, il pleurait. Voilà. Donc, on va arrêter quand on sent qu'on commence à passer, qu'on arrive au bout de la phase de résistance et qu'on arrive dans la phase de basculement. La phase de basculement, je vous rappelle, c'est je commence à avoir peur de ne pas dormir. Les symptômes que je ressentais au début, je les ressens encore plus fort. On dit je suis pris dans l'engrenage, c'est-à-dire que l'engrenage, je n'arrive plus à prioriser, je me dépêche. Je sais plus ce qui est important, ce qui n'est pas important. Je veux faire tous mes mails avant de partir et rentrer chez moi. Et surtout, c'est la perte de l'efficacité avec l'isolement. Voilà. Quand vous êtes là, oui, là, vous arrêtez. Et puis surtout, vous expliquez. Ok. Michael Loubatière. Ah, j'ai oublié de le citer, Michael Loubatière qui va faire... je me l'étais noté en plus, je suis désolée, Michael. Qui va faire des beaux visuels en tout cas à partir de cette interview, qui est facilitateur graphique, donc Michael Loubatière, qui nous pose une question. Comment expliquer les récidives alors? Alors, on va se donner quelques pourcentages. Les pourcentages, alors ça c'est pour l'or, parce qu'elle aime bien les références, c'est les Belges aussi. 25% de rechute et 60% de rechute dans les 2 ans si le patient a redémarré trop tôt. Voilà, a redémarré contre avis médical. Pourquoi il y a des rechutes? Parce que vous allez avoir des personnes qui n'ont repris trop tôt, effectivement. Vous avez des personnes qui n'ont pas travaillé sur elles et qui se retrouvent exactement avec les mêmes données, c'est-à-dire un employeur très exigeant et elles qui sont extrêmement généreuses de leur énergie. Donc, même cause, même conséquence. Et puis, il va y avoir des rechutes parce que on sort quand même un peu fragilisé. Donc, même si on a un environnement professionnel qui a évolué dans le bon sens, on n'a pas forcément toujours les mêmes capacités. Donc, on va saturer beaucoup plus vite. D'accord. Encore une question. Pendant un burn-out, alors je traduis un peu, le médecin prescrit un récepteur de sérotonine. Est-ce que c'est correct ou est-ce que ça peut être préjudiciable? Alors, le médecin, il prescrit des inhibiteurs de recapture de la sérotonine, exactement. Donc ça, c'est une famille d'antidépresseurs. C'est des antidépresseurs qui existent depuis 40 ans, dont le chef de file a été le Prozac. Donc c'est quasiment le monopole maintenant, ces antidépresseurs. Ouais. En fait, l'histoire, c'est que quand vous êtes en état de stress, pour pouvoir gérer les émotions, il vous faut beaucoup de sérotonine. Bon. Et la sérotonine, eh bien, vous risquez de ne pas en avoir assez, vous risquez de ne pas la fabriquer suffisamment.
Donc, l'astuce qu'on trouve avec les antidépresseurs, c'est qu'on va ralentir leur réutilisation. C'est-à-dire qu'une fois que la sérotonine a stimulé les récepteurs du neurone suivant, elle revient dans le premier neurone de départ. Ben là, en fait, on bouche le tunnel de recapture. Donc, du coup, elle reste plus longtemps sur récepteur. Un antidépresseur de cette famille, ce qu'on appelle les IRS, ça n'apporte pas de sérotonine, ça n'en enlève pas, ça vous permet de mieux utiliser la vôtre. Donc, on va dire que sur le fond, c'est OK. Sauf que ça, c'est ce que je vous dis, c'est la théorie. Vous allez avoir tout un tas d'effets à droite, à gauche, d'effets secondaires qui font qu'ils ne sont pas forcément bien supportés, ils ne sont pas forcément efficaces. Selon leur style, il peut être plutôt neutre, plutôt stimulant, plutôt au contraire sédatif. Donc en fait, il faut se les garder que quand vraiment il y en a besoin, que quand il y a un tableau de dépression. Voilà. C'est pas une horreur, c'est pas une horreur, mais il faut les utiliser à bon escient. Vous n'allez pas mettre des antibiotiques n'importe quoi pour n'importe quand pour n'importe quoi et pendant n'importe quelle durée. Un antidépresseur, c'est pareil. Voilà. D'accord. Et dernière question, pensez-vous qu'une personne en burn-out peut suivre un bilan de compétences? Alors, pour le coup, j'aurais une réponse. Alors, moi, je dirais, tant que les neurones sont ralentis, non. Parce que d'abord, c'est éprouvant. Et puis parce que, enfin voilà, ça n'a pas de sens. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens et c'est dommage. Alors qu'après, ça prend toute sa dimension, bien sûr. Tout à fait. C'est pareil, Catherine. Et voilà, tout à fait. Il y a un temps pour tout. Effectivement, quand on est plutôt dans le début du burn-out avec une fatigue intense et un brouillard mental, c'est pas le bon moment pour poursuivre un bilan de compétences. En revanche, quand on commence à avoir retrouvé suffisamment d'énergie, un petit peu plus de clarté et qu'on sent que finalement de pas savoir ce qu'on va faire après ou ce qu'on pourrait faire après génère une certaine anxiété qui est pas bonne, en tout cas pour nous, c'est le bon moment en tout cas pour poursuivre un bilan de compétences. Et je précise qu'on peut faire un bilan de compétences en arrêt de travail. Ça nécessite l'autorisation du médecin traitant généralement et l'autorisation de la sécurité sociale. Donc il y a quelques petites précautions d'usage à prendre, mais qu'en tout cas, c'est tout à fait possible de le réaliser en arrêt de travail. Je pense qu'on va arrêter là, parce que ça fait déjà un peu plus d'1h15 qu'on est ensemble. Vous vouliez ajouter quelque chose que ce que vous disiez sur le bilan de compétences, c'est vrai pour le reste. Même des soins comme le MDR, par exemple, on ne les fait pas quand le patient est épuisé. Même quand il y en a besoin, même quand le patient a vécu une situation de harcèlement, par exemple, il y a des psychologues qui me disent non, là c'est trop tôt. Il faut attendre que le patient se recharge. Ouais, tout à fait. Et la règle numéro 1 quand on est en burn-out, c'est de ne rien faire. L'arrêt de travail, c'est ne rien faire. Voilà, ça c'est très important. Tous les gens qui culpabilisent parce qu'ils sont en arrêt et ils veulent justifier leur arrêt aux yeux de l'entourage et qui veulent repeindre le plafond de la cuisine, c'est pas la peine. Non, on ne fait rien, on dort, on fait la sieste, on regarde des séries, on fait n'importe quoi, on va marcher bien évidemment, mais surtout on ne culpabilise pas. Et surtout, on ne se projette pas. Ça ne sert à rien, si ce n'est, et on ne va pas regarder son ordinateur, enfin, c'est même professionnel. Et c'est son téléphone, etc. Ouais. Merci pour ces conseils, ouais, effectivement, important C'est le plus important, c'est le plus important celui-là. Ouais, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup, c'était passionnant. Je vois effectivement des gens qui disent que c'était passionnant, mais voilà, vos réponses et votre intervention étaient passionnantes. Merci beaucoup, docteur Chemia. Merci à vous tous qui avez été présents durant ce live. N'hésitez pas à le partager pour répandre en tout cas la bonne nouvelle, pas la bonne nouvelle, mais en tout cas la bonne information. Je pense que c'est très très utile, donc je compte sur vous. Je pense que ce live sera sur le fil d'actualité LinkedIn. N'hésitez pas à le partager pour voilà, faire entendre ces informations qui étaient précieuses. Merci à vous. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci, au revoir. Au revoir.